l'honorable Madame Lila David Kern Lachman, vice-première ministre et ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie. Madame Rama, la secrétaire permanente du ministère de l'Éducation, Monsieur Christophe Clancher, attaché de coopération culturelle de l'ambassade de France, Monsieur Jérôme Verteux, coordonnateur du programme Apprendre à l'AUF, les membres du comité scientifique d'apprendre à Maurice et à l'extérieur, directeur et cadre du ministère de l'Éducation, Dr Vishundayal, directeur de l'Institut de pédagogie, les chefs d'établissements scolaires, les membres de la presse, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette cérémonie d'ouverture sur les Journées nationales de l'innovation pédagogique. C'est un véritable honneur de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de la conférence Apprendre, une initiative qui marque un tournant significatif dans notre paysage éducatif. Nous sommes ici grâce à un partenariat précieux entre l'Agence universitaire de la francophonie AUF et le ministère de l'Éducation de Maurice. Ce partenariat vise à renforcer l'accès à une éducation de qualité et à promouvoir des pratiques pédagogiques innovantes. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche pour développer un programme qui répond aux besoins scientifiques de notre système éducatif tout en s'inscrivant dans une dynamique francophone. Le programme Apprendre a été conçu pour bénéficier à tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves et responsables éducatifs, grâce à des formations ciblées, des ressources pédagogiques enrichissantes et un accompagnement personnalisé. Nous visons à améliorer la qualité de l'enseignement et à favoriser l'engagement des élèves. Chers collègues et invités, Madame Jayanti Gokul est la représentante de l'Agence universitaire de la francophonie AUF à Maurice. Elle joue un rôle essentiel dans la promotion de l'enseignement supérieur et de la recherche francophone dans la région. Grâce à son expertise, elle encourage les partenariats entre établissements d'enseignement en soutenant le développement des projets académiques et renforce la coopération internationale. Son engagement favorise l'épanouissement des étudiants et des chercheurs dans un environnement francophone dynamique. J'ai l'honneur de donner la parole à Madame Jayanti Gokul. Veuillez nous adresser quelques mots. Merci, Madame. Bonjour à tous. Honorable Madame la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Madame Rama, la chef de cabinet, le coordonnateur du programme Apprendre à l'AUF, Jérôme Verteux, les membres du conseil scientifique du programme Apprendre, tous les cadres du ministère, les chefs d'établissement, dans le premier rang, et mesdames et messieurs, en vos différents titres et qualités.
C'est un vrai plaisir et une fierté pour moi d'être présente ce matin à la Journée nationale de l'innovation pédagogique dans le cadre du programme Apprendre. Depuis son déploiement en Maurice, et je me souviens, c'était en septembre 2022, quand on a fait donc la première mission de présentation du programme avec Jérôme. Donc nous sommes aujourd'hui à la 12e activité de ce programme. Donc du chemin parcouru et un très beau parcours déjà abattu. Alors, appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement de ressources est un programme phare de l'Agence universitaire de la francophonie. Il est financé par l'Agence française de développement à la hauteur de 20 millions pour la période de 2018 à 2024. Le programme met en œuvre des appuis techniques au ministère de l'Éducation nationale, les 26 pays qui sont éligibles, pour apporter des services, des outils, des expertises dans le domaine pédagogique, didactique, universitaire, à la demande des pays partenaires. Alors, parmi les autres programmes phares de l'AUF et déployés en Maurice, nous avons aussi le programme Entreprendre, un programme entièrement financé par l'Agence universitaire de la francophonie, qui entre dans le cadre de notre axe stratégique employabilité et entrepreneuriat de notre stratégie qui va se terminer l'année prochaine, 2025. Alors, il constitue, donc le programme Entreprendre, constitue une réponse concrète que nous apportons à un besoin exprimé par l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur dans l'espace francophone, en matière de structuration, d'accompagnement et de promotion de l'entrepreneuriat auprès des étudiants et des jeunes diplômés des établissements, enfin de nos établissements membres. Nous en avons 8 en Maurice. Ce programme est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, donc déployé dans 10 pays, dont la République de Maurice, et vise à accompagner les ministères engagés dans l'élaboration d'un plan d'action national qui comprend 2 axes. Un premier qui est la mise en place et le suivi d'un dispositif national pour les étudiants entrepreneurs, et un deuxième qui est la création de pôles pilotes de réincubation entrepreneuriale en collaboration avec le Centre d'employabilité francophone. D'ailleurs, c'est avec plaisir que je vous informe que depuis mai de cette année, suite à une décision du Conseil des ministres donnant son accord pour la signature de la convention cadre entre le gouvernement de Maurice et l'Agence universitaire de la francophonie, notre espace intégré AUF Maurice, qui comprend le CEF de Réduit, est officiellement en activité. Plusieurs services sont déjà en cours de réalisation au CEF de Réduit, Centre d'employabilité francophone, dont des actions de formation, de coaching destinées aux étudiants universitaires pour acquérir des compétences en recherche d'emploi, professionnalisation, compétences transversales et compétences en entrepreneuriat. Bientôt, nous allons également introduire la certification numérique X avec des crédits qui seront octroyés aux étudiants qui veulent se certifier dans le numérique. Toujours sous ce même programme, un deuxième pas à franchir concernant le dispositif national des étudiants entrepreneurs. Le cabinet des ministres a donné son accord en juin de cette année à l'introduction du statut national de l'étudiant entrepreneur dans les établissements universitaires, toujours dans un esprit d'appui à l'employabilité des jeunes. Et nous tenons à remercier Madame l'honorable vice-première ministre et ministre de l'Éducation, de même que son équipe, pour tous les efforts déployés qui ont permis à l'aboutissement de cette politique nationale du statut national de l'étudiant entrepreneur en Maurice. Outre les programmes forts de l'AUF dans les différents pays du monde, notre agence, c'est aussi un vaste réseau, et aujourd'hui le premier réseau universitaire au monde, avec plus de 1000 établissements membres répartis dans plus de 120 pays. Ainsi, l'AUF favorise la solidarité entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour la mise en place de projets qui transforment concrètement le système universitaire. Avec nos 150 structures dans 60 pays sur les 5 continents, notre réseau d'implantation au plus près de l'écosystème éducatif et universitaire, notre agence est l'un des opérateurs de terrain les plus impactants. Notre objectif,
et d'accompagner les pouvoirs publics et les universités dans leur réforme et dans le développement des échanges scientifiques. Ainsi, à Maurice, notre espace intégré AUF Maurice, qui se trouve à Réduit, se constitue de différents espaces. Un premier campus numérique francophone, CNF, sous notre stratégie. Axe stratégique 1, transformation numérique et gouvernance universitaire. Le CNF de Réduit est un espace d'apprentissage et de pratique numérique. Il offre également un service d'accès, de création et de partage de ressources éducatives et scientifiques. Sous l'axe stratégique 2, qui est l'entrepreneuriat et l'employabilité, comme je vous l'ai indiqué, le CEF de Réduit offre des services déclinés en 4 pôles. Donc le premier, conseil, tutorat, emploi. Deuxième, formation complémentaire, ce qu'on appelle soft skills. Le troisième, des certifications professionnelles, donc comme annoncé la certification PIX qui sera une réalité très bientôt. Et quatrième, la pré-incubation entrepreneuriale, qui est aussi déjà en place à l'Université des Masters. Sous l'axe stratégique 3, qui est la coopération, le réseautage et la coopération internationale, un bureau national, Agence universitaire de la francophonie Maurice, qui est la représentation officielle de l'AUF dans le pays, dont l'objectif de consolider et d'étendre la présence de notre agence de proximité à l'international pour renforcer notre capacité de réseautage et d'accompagnement dans le cadre de notre stratégie de coopération internationale. Sous l'axe 4, formation des formateurs et innovation pédagogique, nous avons mis en place un laboratoire multimédia pédagogique, LMP, qui est tout neuf. Ainsi, nous mettons à disposition à nos établissements membres une solution intégrée, tout en un, qui permet à son utilisateur de simplifier la création professionnelle de contenus vidéo à vocation pédagogique et en toute autonomie. Notre 5e axe, pour compléter les 5 axes stratégiques de l'AUF, concerne la recherche et la valorisation. Et sous cet axe, nous avons accueilli en juin 2024, dans les locaux du MSIRI, un panel régional sur la structuration de la recherche et de l'innovation en Afrique australe et océan Indien, à l'initiative de notre Académie internationale de la francophonie scientifique. Alors, je termine mon intervention de ce matin en vous annonçant la tenue de notre 4e édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique qui va se tenir du 14 au 18 octobre de cette année à Toulouse en France. Il s'agit d'un rassemblement annuel des acteurs majeurs de la francophonie scientifique. Le thème de cette année est la diplomatie scientifique francophone face aux défis de l'avenir. Il sera composé de 4 grands volets. Un premier qui est la 4e conférence ministérielle francophone qui réunira plus d'une trentaine de ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'espace francophone. Le deuxième volet étant le 3e congrès de la jeunesse estudiantine francophone qui rassemblera plus d'une centaine d'étudiants leaders venus de 60 pays, dont Maurice, et travailleront sous le thème « Quelles attentes de la jeunesse francophone envers son école ». Le 3e volet, les 4e assises internationales de la francophonie scientifique qui va mobiliser l'expertise francophone, soit plus de 250 enseignants, chercheurs et experts professionnels autour de plusieurs ateliers de communication scientifique, de témoignages, de débats et de conférences sur une thématique d'actualité, un défi sociétal majeur avec une approche pluridisciplinaire et une orientation tournée vers des solutions et des recommandations concrètes. Enfin, le dernier volet de cette semaine mondiale de la francophonie scientifique est le programme de coopération qui va réunir plus de 100 recteurs, doyens et responsables universitaires dans le cadre d'ateliers spéciaux, de lancement de plusieurs réseaux et également de la 2e conférence des présidents des conférences régionales des recteurs, C2R. Pour la région, pour notre région, l'Afrique australe et l'océan Indien, nous avons organisé les 20 et 21 septembre, tout récemment, notre conférence régionale des recteurs qui a réuni 27 PHA, et autres autorités des universités, dont 6 de Maurice, à l'Université des Seychelles.
Donc, pour rappel, la présidence de la conférence des recteurs de notre région, Afrique australe et Océan Indien, est assurée par le directeur général de l'Université de Mascarenhas, qui est le docteur Radhakrishnan Soman. Voilà, je vais mettre fin à mon intervention ici. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mesdames et messieurs, et tous les participants, de fructueux travaux durant ces 2 journées, des journées nationales de l'innovation pédagogique dans le cadre du programme Apprendre. Je vous remercie pour votre attention. Avant de passer la parole à notre intervenant, j'ai le plaisir de vous présenter M. Jérôme Berthoud, coordonnateur du programme Apprendre à la direction des projets de l'Agence universitaire de la francophonie. Monsieur Berthoud possède une vaste expérience dans le domaine de l'éducation et du développement des compétences et il s'engage passionnément à promouvoir l'enseignement supérieur dans l'espace francophone. Sa vision et son expertise nous guideront aujourd'hui dans nos réflexions sur les enjeux contemporains de l'éducation. Je vous invite à accueillir M. Jérôme Berthoud. Madame l'honorable vice-première ministre, ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Madame la point focale, chère Maya, Mesdames et Messieurs, représentants du ministère de l'Éducation et du MAI, Mesdames, représentant le conseil scientifique du programme Apprendre, Mesdames et Messieurs, actrices et acteurs du système éducatif mauricien, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui, en quelques mots, je vais essayer d'être bref, le programme Apprendre. Donc le programme Apprendre est un programme déployé par l'Agence universitaire de la francophonie, financé par l'Agence française de développement. Petite annonce, nous venons d'obtenir une nouvelle rallonge de 10 millions d'euros, passant donc le budget de 20 à 30 millions d'euros, et une durée qui est allongée jusqu'à 2027. Donc j'ai pu m'en entretenir rapidement avec Madame la Ministre, et l'un des objectifs de cette mission est de codéfinir avec le ministère de nouveaux objectifs pour venir capitaliser sur les activités que nous avons menées et que vous avez menées toutes et tous ces derniers mois. Donc le programme Apprendre, son objectif principal, comme il a été rappelé, est de renforcer les capacités des ministères partenaires du programme Apprendre. Nous intervenons dans 26 pays, dont la République de Maurice. Nous avons différentes modalités d'intervention pour essayer de répondre aux besoins qui sont exprimés par les ministères partenaires, avec une réponse adaptée aux besoins spécifiques des ministères cibles de notre action. C'est dans ce cadre que nous sommes ici aujourd'hui, puisque ces JNIP, comme c'était élégamment dit, ces Journées nationales de l'innovation pédagogique, sont la conclusion de 11 activités que nous avons menées dans le cadre de notre feuille de route qui a été codéfinie par les acteurs du système éducatif mauricien. Donc je vais présenter la première composante qui permet de répondre à des besoins spécifiques exprimés par les ministères partenaires. Nous avons également une deuxième composante qui cible le renforcement, donc la structuration et la méthodologie de la recherche. Nous avons mené, je vous le rappellerai dans une autre diapositive, nous avons appuyé un certain nombre de projets de recherche qui ont permis donc d'alimenter les ministères partenaires en données probantes. Comme vous le savez, la question des données probantes est essentielle pour que les décideurs politiques puissent justement définir ou renforcer les politiques qu'ils mènent. Enfin, nous avons un ensemble d'activités transversales qui permettent de répondre également à des problématiques que nos 26 pays partenaires rencontrent. Nous avons parlé de la langue d'enseignement. Maurice, parmi nos 26 pays, est peut-être un cas un peu particulier, justement, avec l'enseignement en anglais et en français, si vous me le permettez.
Mais nous pouvons mener des activités sur le renforcement du français. Nous pourrons en parler plus longuement pendant ces 2 journées. Nous proposons des guides, des fiches pédagogiques, un ensemble de ressources transversales qui sont mises librement à disposition. Donc si vous vous rendez sur notre site internet, vous avez plus de 3000 ressources pédagogiques qui sont libres de droit et que vous pouvez télécharger. Donc quelques chiffres pour cette première composante. Une fois de plus, nous avons 26 pays partenaires, 26 feuilles de route différentes. Ce sont donc les ministères qui codéfinissent avec notre conseil scientifique les grands axes d'intervention. Je reviendrai plus particulièrement bien sûr sur les feuilles de route de Maurice qui, pour moi, vous parliez d'enthousiasme, de passion tout à l'heure, mais vraiment ce n'est pas parce que nous sommes ici à Maurice, et on en parlera avec Maya, mais le PTA, le plan de travail annuel de Maurice, est pour nous exemplaire. Je reviendrai plus longuement sur ce point. Donc, aujourd'hui, après 5 années donc, de déploiement du programme Apprendre, nous avons pu mener des feuilles de route dans 25 des 26 pays. Nous avons mené plus de 250 activités de formation, donc montée en compétences, production de ressources pédagogiques. Nous avons directement donc, soutenu 8000 professionnels des systèmes éducatifs, dont vous faites partie, et je vous en remercie une fois de plus. Nous avons touché donc, plus d'1 million d'élèves, d'enseignants, pardon, bien plus d'élèves, mais 1 million d'enseignants, puisque comme vous savez, la fonction d'encadreur permet, dans un système de dissémination, de toucher un très grand nombre d'enseignants. Et comme je le disais précédemment, donc, nous avons coproduit avec les acteurs locaux plus de 3000 ressources qui sont à votre disposition. Concernant la deuxième composante, la composante recherche, nous avons appuyé 46 recherches-actions qui portaient sur différentes problématiques communes à nos 26 pays. Nous pouvons signaler par exemple la transition école-collège. Vous le savez beaucoup mieux que moi, cette transition école-collège est un passage particulier donc, pour les élèves qu'il faut plus spécialement accompagner. Nous avons également mené des recherches sur la langue d'enseignement avec l'IFEF, un partenaire donc, de l'OIF. Nous avons et nous sommes en train de travailler sur la collecte d'informations concernant donc l'entrée et le maintien dans le métier des enseignantes et des enseignants. Donc vous êtes vous-même les premiers acteurs, vous êtes vous-même enseignants ou enseignantes, et vous savez parfois la difficulté de rentrer, surtout de rester dans le métier. Quels sont les facteurs qui font que les personnes restent dans le système éducatif? Ces 46 recherches-actions ont permis donc de soutenir plus de 350 chercheurs, et comme l'a rappelé Jayanti, c'est l'une des priorités de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc nous mettrons de nouveau l'accent sur cette problématique lors de la 3e phase du programme Apprendre. Nous avons organisé 4 séminaires internationaux. Le dernier se tenait à Yaoundé en janvier dernier et portait justement sur cette transition école-collège. 50 articles scientifiques et donc, qui ont été relus par notre conseil scientifique ont été publiés. Notre troisième composante que nous désignons par plateforme partenariale, puisqu'il y a plus de 21 partenaires qui ont adhéré à la charte Apprendre, dont l'UNESCO, des universités françaises, canadiennes, un certain nombre d'acteurs du monde francophone qui nous aident à intervenir dans nos interventions de la composante 1, mais également pour produire, comme je vous le disais, des activités et des initiatives transversales. Avec l'université de Cergy en France, nous avons développé un MOOC qui s'appelle MOOC Certiscol, qui a réuni plus de 50 000 personnes sur 3 sessions et qui permet à tout un chacun, des enseignants plus particulièrement, à acquérir donc un certain nombre de compétences définies par l'UNESCO dans l'utilisation et l'usage des TIS dans l'enseignement.
Je vous parlais évidemment des séminaires, des colloques, des webinaires internationaux que nous avons organisés toutes ces dernières années et qui ont permis de réunir l'ensemble des actrices et des acteurs des systèmes éducatifs, puisque l'une des vocations du programme Apprendre est de renforcer justement ce dialogue entre les acteurs qui parfois, pour différentes raisons, ont des difficultés peut-être à dialoguer, que ce soit des chercheurs, que ce soit justement des enseignants sur le terrain, les décideurs. Donc nous essayons de renforcer ce dialogue, et l'événement d'aujourd'hui en est un bel exemple. Tout le monde pourra partager effectivement son expérience, que ce soit dans les établissements comme en centrale au ministère. Donc je vais revenir plus particulièrement sur le PTA, le plan de travail annuel, la feuille de route de Maurice. Et oui, je suis très enthousiaste avec ce PTA Maurice. En septembre 2022, Madame la ministre nous a accueillis et a défini les grands axes d'intervention en fonction des priorités de la politique éducative à Maurice. Nous avons mené en quelques mois un certain nombre d'activités structurantes qui répondaient à ces priorités, et je remercie Madame la ministre, je remercie l'ensemble de ces acteurs, car pour moi, le déploiement de nos activités à Maurice est exemplaire. Je vous parlais d'une troisième phase. Nous allons nous baser sur l'exemple de Maurice pour mener cette troisième phase. Ce qui différencie la feuille de route de Maurice, c'est, et je remercie également Micheline de notre conseil scientifique, c'était la codéfinition donc d'une problématique commune à l'ensemble de notre action. Madame la ministre a souhaité donc se focaliser sur l'éducation inclusive. L'ensemble des 11 activités que nous avons menées convergeaient vers cette problématique et comment rendre l'école mauricienne plus inclusive. Donc nous avons, Madame la ministre a suggéré bien sûr un certain nombre d'axes, donc de renforcer, de redynamiser par exemple les communautés de pratique dans les écoles, dans les établissements. Et bien sûr, la question des TIS est essentielle aujourd'hui. On ne peut pas passer outre l'usage des nouvelles technologies dans l'enseignement. Donc nous sommes également intervenus sur ce volet-là. La promotion de la culture de l'évaluation. J'ai pu rencontrer un certain nombre des acteurs ici ce matin. La question de l'évaluation est également essentielle. On pourra revenir plus longuement sur ce point-là pendant ces 2 prochaines journées. Et bien sûr, la problématique des mathématiques et des sciences reste encore aujourd'hui primordiale. Donc je vous le disais, une feuille de route exemplaire pour moi dans sa construction, dans la co-construction de cette feuille de route. Je remercie une fois de plus le ministère, Madame la ministre, puisqu'il y a eu un vrai portage de cette feuille de route. Tous les acteurs se sont mobilisés dès le départ, en septembre 2022, jusqu'à aujourd'hui, avec l'organisation de cette action, de cette activité, et je vous remercie d'être toutes et tous présents aujourd'hui. Dans les activités de formation et de production de ressources, nous avons des experts internationaux qui sont venus appuyer les experts mauriciens pour déployer les différentes activités que je vous présentais tout à l'heure. Mais après, et là, c'est la responsabilité du ministère, une fois de plus, dans les 26 pays dans lesquels nous sommes intervenus, tous les ministères n'ont pas eu cette capacité qu'a montré le ministère mauricien à pouvoir disséminer tous les acquis, disséminer les ressources qui ont été produites, et nous espérons qu'un impact, des effets ont été produits suite à nos interventions. La contextualisation est aussi un point qui est très important pour nous. Nous menons des activités dans 26 pays, plus de 300 activités, et il est essentiel pour nous que ces activités répondent réellement aux besoins du ministère. Donc nous avons travaillé, comme je vous le disais, avec des experts du ministère, des experts nationaux, pour s'assurer que nos interventions répondaient aux besoins, donc de Maurice en particulier ici. Et enfin, capitalisation, c'est un élément qui pour moi était essentiel et qui est un gage de réussite de notre intervention. C'est donc l'appropriation par le ministère de nos interventions et la dissémination qui a déjà eu lieu dans plusieurs zones. Maria nous rappellera également, donc de Maurice. Donc pour moi, une fois de plus, et
remercie toutes les actrices et tous les acteurs du système éducatif. Maurice est un exemple pour nous, on le reprendra pour apprendre droit, la façon dont il a été structuré, une convergence sur une problématique commune, une appropriation par le ministère, c'est quelque chose que nous allons reprendre. Donc je terminerai mon intervention en vous remerciant une fois de plus, et je laisserai la parole à Madame la Ministre. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous avons maintenant l'honneur d'accueillir notre vice-première ministre et ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, l'honorable Madame Lila Devi-Dukan. Elle nous adressera quelques mots sur cette conférence dédiée au thème fondamental de l'apprentissage. Son expertise et son engagement envers l'éducation et le développement des compétences sont essentiels à notre réflexion collective. Je vous invite à lui donner un accueil chaleureux. Monsieur Christophe Planchet, attaché de coopération à l'ambassade de France à Maurice, Madame la directrice régionale de l'AFD à Maurice, Madame Laïtia Abchi, la responsable de l'AUF Maurice, Madame Jayanti Gokul, les coordonnateurs du programme Apprendre à UF, Monsieur Jérôme Berthaud et Madame Sophie Debeuse, les membres du conseil scientifique Apprendre à UF, Mesdames Émilie Doutreloup et Micheline Joanne Durand, Madame Sunaran, responsable du programme à Maurice, chers directeurs des établissements scolaires, encadrants pédagogiques, maîtres de conférences, chers participants, chers invités, mesdames et messieurs les acteurs du système éducatif mauricien. Bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des Journées nationales de l'innovation pédagogique. Permettez-moi au premier abord que je vous souhaite la bienvenue à nos distingués invités, Madame Habchi, Monsieur Berthaud, Madame Sophie, ainsi que d'autres membres du Conseil scientifique Apprendre à UF. Je vous remercie d'être des nôtres pour cette réunion de travail qui sert à une durée limitée de 2 jours, mais dont l'impact, et je le souhaite ardemment, sera pérenne. Et c'est important que cela soit ainsi. Certes, ce programme vise à former les enseignants afin de renforcer leur capacité pédagogique et à encourager le travail d'équipe. Mais ce qui est tout aussi important, c'est surtout les habilités à répondre aux besoins spécifiques des apprenants. Je tiens ici à exprimer ma profonde gratitude à l'AUF et à l'AFD pour leur soutien technique et financier pour la mise en œuvre du programme Apprendre à Maurice. Je constate avec grande joie que nous avons complété l'ensemble des activités du plan de travail annuel, un plan qui a été spécifiquement élaboré pour répondre aux préoccupations majeures de l'enseignement primaire et secondaire à Maurice. Au total, 11 ateliers de formation ont été organisés, abordant les sujets divers mais essentiels tels que les classes inclusives, les technologies numériques, l'évaluation, ainsi que l'enseignement des mathématiques et des sciences. Ces actions sont essentielles pour le renforcement des compétences des enseignants et par conséquent la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous entamons la 12e et dernière activité dont l'objectif est de faire une synthèse des idées et des recommandations issues lors des ateliers de formation précédents. Le but étant de voir comment partir des outils élaborés, des compétences acquises pour mettre en œuvre des pratiques pédagogiques inclusives dans toutes les écoles du pays. Je suis convaincue que le programme Apprendre sert de véritable levier pour accroître l'efficacité de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureuse de constater et de vous informer que dans nos écoles primaires,
Les Professional Learning Communities, comme on les appelle à Maurice, mais les communautés d'apprentissage de bonnes pratiques, ont été accueillis avec un enthousiasme remarquable. Les enseignants s'engagent avec passion dans ce processus de partage d'expériences, de savoir, des ressources pour une vision commune et avec le but de la réussite de tous nos apprenants. Mesdames et messieurs, notre système éducatif doit évoluer pour répondre aux multiples défis de notre siècle. Nous avons la responsabilité de préparer nos élèves, non seulement à acquérir des connaissances, mais aussi à développer des compétences essentielles pour naviguer dans un monde qui est en constante mutation. Cela requiert bien entendu l'intégration des pédagogies innovantes, un environnement inclusif et stimulant qui favorise l'engagement des élèves afin qu'ils puissent s'épanouir et faire face aux défis du monde moderne. Il est donc crucial de créer des environnements d'apprentissage qui encouragent la créativité et la pensée critique. Cela pour leur rendre, comme dirait l'anglais, future ready. Alors nous voulons préparer nos jeunes pour qu'ils puissent faire face demain aux problèmes de la vie moderne, aux problèmes émergents que font face différents pays dans le monde. Mais il y a aussi cette autre dimension qui nous concerne tous, particulièrement aujourd'hui. Et c'est la formation des enseignants, y compris la formation des formateurs et des encadrants pédagogiques. On constate une évolution définitive dans nos méthodes pédagogiques. Ainsi, on privilégie les méthodes centrées sur l'apprenant. On insiste sur l'aspect interactif. On veut que tous nos apprenants développent la capacité de réfléchir d'une façon critique et à travailler en étroite collaboration avec les autres. Et l'enseignant est appelé à être, lui, à l'écoute des élèves. L'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement est fondamentale pour répondre aux besoins futurs, nous le savons tous. Et je suis heureuse de constater que cette thématique reste un axe majeur qui figure dans les programmes d'apprendre. On me dit que c'est l'axe 2, si je me trompe. J'apprécie ainsi que la recherche et l'adaptation des résultats de celle-ci aux pratiques pédagogiques se retrouvent dans ce programme. La recherche et surtout la recherche-action. Ces méthodes servent grandement à une amélioration des pratiques. Elles favorisent l'innovation dans l'approche pédagogique. On reconnaît tous établir une synergie entre la recherche et la pratique aide à créer des solutions qui répondent aux réalités de nos classes, aux besoins réels du terrain. Mesdames et messieurs, en tant qu'enseignants, scientifiques, responsables et collaborateurs, nous avons tous un rôle crucial à jouer dans cette mission. Je vous invite à participer activement à ces 2 jours de restitution et de discussion. Prenez le temps de communiquer vos idées, de partager vos expériences. Pour conclure, j'ai le plaisir de déclarer ouverte les Journées nationales de l'innovation pédagogique et je souhaite que ces moments d'échange soient riches et fructueux. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci. Merci, Madame la Ministre, pour ces mots d'encouragement. Votre vision et votre encouragement envers l'éducation sont une source d'inspiration pour nous tous. Alors, je me présente, mon nom est Micheline Joanne Durand. Je suis l'experte internationale pour cette activité, donc membre du Conseil scientifique Apprendre et professeur affilié à l'Université de Montréal au Canada, donc vous avez probablement reconnu mon accent. Alors, je suis accompagnée pour cette mission de notre collègue qui va aussi se présenter. Bonjour tout le monde, je crois qu'on me connaît assez, Velpucci donc de MIE. Je suis l'expert national pour cette activité 12 qui a à voir avec la restitution de l'ensemble des activités qu'on a menées, qu'on a annoncées depuis le début. On va donc enchaîner tout de suite parce qu'on est en décalage par rapport à l'horaire prévu d'après le programme. Et on va faire l'ouverture des conférenciers qui vont se présenter dans l'émission. Oui. Et tout de suite après la conférence, nous allons tout de suite aller à la première thématique qui vous est annoncée sur l'usage pédagogique d'éthique.
qui, après ça, nous pourrons prendre la pause pour le déjeuner. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Alors, j'inviterai notre collègue du Conseil scientifique, Mme Émilie Dutrelou, de venir avec moi sur la scène pour débuter notre conférence qui, on va l'espérer, va donner l'essentiel de nos commentaires dans un temps un peu réduit. Merci. Bonjour tout le monde, je suis bien heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir ces journées avec une conférence qui devrait permettre de poser vraiment les bases de l'éducation inclusive et nous permettre de bien enraciner donc, les visées de l'éducation inclusive qui, par la suite, seront démontrées donc, dans les pratiques de tous les intervenants et intervenantes qui vont défiler dans les 2 prochaines journées. Donc, voilà ma présentation. Oui, donc je m'appelle Émilie Dutrelou, aussi au conseil scientifique du programme Apprendre et comme vous l'avez entendu à mon accent, je suis aussi canadienne, québécoise. Oui, alors ce qu'on vous propose ce matin pour ouvrir la conférence, donc de revenir ensemble sur les assises de l'éducation inclusive, ensuite de parler des représentations de l'inclusion, de se questionner sur les représentations aussi de la diversité et de l'égalité des chances. Et puis, on conclura avec un bref rappel de la genèse du plan de travail annuel du programme Apprendre à Maurice et les axes, donc un petit rappel sur les axes. Ça vous va? C'est bon. Alors, les assises de l'éducation inclusive, l'éducation inclusive s'est tranquillement installée dans différents pays dans le monde au cours des dernières décennies. Donc, autour des années 50, il y a le mouvement de la normalisation qui était généralisé dans plusieurs pays du monde. Le mouvement de la normalisation, en fait, c'est un mouvement qui prône l'intégration dans les établissements réguliers des personnes qui, auparavant, dans le mouvement d'eugénisme que je ne vais pas aborder avec vous, mais qui étaient retirées. On pense aux personnes en situation de handicap qui étaient placées dans des écoles et qui ressemblaient un peu plus à des institutions, à des hôpitaux. Donc, quand on séparait vraiment les gens, au Canada, par exemple, avec les personnes autochtones qui étaient retirées des systèmes éducatifs, qui étaient placées dans des pensionnats. Donc, le mouvement de normalisation permet de ramener ces enfants-là dans les systèmes éducatifs. On ferme les institutions, on ferme les pensionnats. Et c'est à ce moment-là aussi que les approches interculturelles et les approches intégratives font leur arrivée. Donc, dans une approche intégrative, dans le paradigme de l'intégration, c'est à l'élève, à l'individu, de s'adapter à son environnement. Les approches interculturelles, que vous connaissez bien ici aussi à Maurice, reconnaissent la différence des différents groupes et essaient de se rallier à un projet commun, un projet collectif, souvent celui de la population qui est dominante. Par la suite, donc, dans les années 60-80, il y a le mouvement des droits civiques qui s'est installé. Le droit civique, c'est arrivé aussi, j'ai lu l'histoire de Maurice, vous étiez vraiment en phase là, avec tous ces mouvements. Donc, l'éducation pour les droits humains, la citoyenneté. À ce moment-là, on a une analyse critique sur les différents groupes qui ont été exclus des systèmes éducatifs. On réclame des changements. On se questionne sur les oppressions systémiques entre le savoir et le pouvoir. Hein, qui a accès à l'éducation, qui est au pouvoir. C'est à ce moment-là aussi, dans le mouvement des droits civiques, que les approches féministes, les approches antiracistes et la contestation des classes spéciales est à son apogée. Donc, dans les approches féministes, on prône en fait la prise en compte du point de vue des femmes, mais aussi des groupes opprimés dans la validation des savoirs. Et pour les moments antiracistes, on va discuter là, de l'équation pouvoir et équité.
Finalement, tranquillement, tout ça nous amène au mouvement de l'inclusion au tournant des années 2000. Il faut comprendre aussi que l'Organisation des Nations Unies, au début des années 2000, a sorti les principes directeurs pour l'inclusion dans l'éducation qui ont vraiment fait un tournant dans notre histoire, l'histoire de l'éducation. À ce moment-là, vraiment, on intègre le paradigme de l'inclusion. Hein, vous vous rappelez, tantôt on parlait du paradigme de l'intégration. Donc, dans le paradigme de l'inclusion, c'est à l'établissement de s'adapter aux élèves, de prendre en compte la différence, prendre en compte la diversité. Le mouvement de l'inclusion, c'est un mouvement qui est unificateur, qui va chercher autant l'interculturel, l'antiracisme, un peu de l'intégration aussi, et qui arrive à rallier tout le monde autour d'un idéal d'égalité des chances. Donc, j'ai mis à travers la ligne de temps ici les documents des ententes internationales ou des ententes nationales qui sont significatives là, dans ces repères historiques. Repères conceptuels, un peu plus rapidement. Donc, l'éducation inclusive, c'est un processus donc, qui vise à accroître la participation de toutes les personnes apprenantes et à réduire les exclusions et à réduire l'échec scolaire. Ça suppose la transformation ou l'adaptation de contenu, d'approche, de structure, de stratégie. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ça implique un grand nombre d'acteurs et d'actrices. Justement, puisque ça implique un grand nombre d'acteurs et d'actrices, il faut comprendre que c'est une responsabilité partagée, donc celle de porter l'éducation inclusive. Par exemple, on disait que l'éducation inclusive, elle implique les changements et l'adaptation au niveau des contenus, mais directement, les personnes enseignantes qui sont directement concernées par cette adaptation des contenus. Au niveau des approches pédagogiques aussi, on a le personnel d'encadrement pédagogique. On a ici des gens des personnels d'encadrement pédagogique? Oui, levez la main, bonjour. Au niveau des changements et de l'adaptation des stratégies, des structures, à ce moment-là, on a des responsabilités directes des directions d'établissement. Je pense qu'on a une table de direction d'établissement. Des chefs et chefs d'établissement. Les chefs d'établissement, bonjour. Et il y a aussi les structures et les politiques qui, celles-là, sont soutenues par les personnels des ministères de l'Éducation nationale. Hier, qui étaient ici, qui sont sortis, reviendront. Un collègue, Mathias Kielem, hier me faisait remarquer qu'on devrait rajouter aussi une catégorie ici des établissements qui forment aussi les enseignants et enseignantes, autant la formation universitaire que la formation professionnelle. Donc vraiment, vous êtes là. Vous êtes un peu partout là-dedans. Oui, vous êtes partout. Essentiel. On ne vous a pas oublié. Donc, en synthèse, l'éducation inclusive, eh bien, elle vise la réduction de l'échec et de l'exclusion scolaire. Elle prend en compte la diversité des besoins vraiment en insistant sur une participation accrue à l'apprentissage. On va reparler un petit peu tantôt de la diversité. Elle implique aussi tout l'écosystème éducatif. Donc, tout le monde ici, on est tous impliqués dans l'éducation inclusive, on a tous une responsabilité partagée. Elle s'inscrit dans un processus continu, donc c'est pas du jour au lendemain. Quoique vous êtes très avancé ici à Maurice, moi je prends des notes parce que vous êtes vraiment un merveilleux exemple. Et elle commande des changements et des adaptations pratiques comme on a pu le voir. Je reviens un petit peu en arrière. On parle d'éducation inclusive, mais qu'est-ce que c'est en fait l'inclusion? Donc, moi, l'inclusion, je le vois sous trois angles. Il peut y avoir au centre la personne qui est incluse. On peut avoir aussi autour de cette personne-là les personnes qui sont inclusives et
qui font partie donc d'un ensemble qui est l'établissement scolaire inclusif. Oui. Alors, au niveau de l'établissement inclusif, qu'est-ce que c'est un établissement inclusif? Comme on l'a brièvement abordé, c'est un établissement qui va s'adapter aux populations étudiantes. Elle va offrir un accès à l'éducation qui est élargi, qui est équitable, elle va s'adapter à l'ensemble des besoins des élèves. Comment elle va faire ça? Ça va être en s'ajustant, en adaptant les encadrements, les politiques d'accueil, les pratiques pédagogiques, etc. Elle va privilégier la recherche de solutions collectives dans un esprit de justice sociale et elle va tirer profit de la diversité culturelle et sociale de l'ensemble de la communauté comme elle va le concevoir comme une richesse. Finalement, elle s'intéresse au développement d'une société plus juste. Donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler un établissement qui est inclusif. Maintenant, une personne inclusive, comme vous toutes ici, c'est une personne qui reconnaît et qui cherche à identifier ses propres préjugés, ses biais inconscients. Donc, on est constamment en remise en question, en auto-évaluation de nous-mêmes, parce que c'est normal, tout le monde a des biais, tout le monde a des préjugés, c'est socialement acquis, mais comme pédagogue, éducateur, éducatrice, on a ce devoir-là de toujours se questionner. On reconnaît et on cherche à identifier les injustices puis les mécanismes d'exclusion puis de reproduction des inégalités. On va encourager l'identification et la valorisation des forces de caractère unique. Je vais vous montrer tantôt. En fait, c'est de vraiment reconnaître que chacun de nos collègues et de nos élèves aussi sont uniques et d'accepter cette unicité-là. Je préfère parler d'unicité que de différence. Souvent, c'est un peu plus péjoratif de parler de différence. On remet en question les normes. Donc, vraiment, on dort très peu, hein, parce qu'on est toujours en train de se questionner. Et finalement, on fait preuve d'empathie, on s'intéresse aux autres, on est toujours en posture d'apprentissage. Maintenant, la personne incluse. Moi, j'adore parler de la personne incluse. C'est la personne qui est en mesure de montrer son unicité. Mais pour qu'elle puisse montrer son unicité, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, la personne qui se sent incluse, parce que l'inclusion, c'est vraiment un sentiment. Donc, c'est le sentiment que nos forces uniques sont valorisées. Donc, que toutes les personnes inclusives autour de moi veulent valoriser mes forces. Elles vont sentir que leur milieu les encourage à exprimer leur être authentique. Ça, l'être authentique, en fait, c'est vraiment notre nature. C'est de ne pas se sentir qu'on doit cacher notre accent, qu'on doit cacher nos origines socio-économiques ou le travail de nos parents, par exemple. Donc, on peut exprimer nos idées librement, nos antécédents, etc. Et puis, ça permet à la personne incluse de se sentir en sécurité, accueillie, respectée, interreliée avec ses pairs, épanouie. Donc, sincèrement, c'est un sentiment merveilleux. C'est ce qu'on aimerait développer chez tous nos élèves et nos collègues. Au niveau de la personne inclusive, toujours, j'ai une de mes collègues qui a développé un modèle pour représenter un peu, encore une fois, le sentiment d'inclusion. Donc, avec ce modèle, on voit que la personne inclusive, ici, elle se trouve vraiment à l'intersection entre une forte valorisation de son caractère unique, comme on vient tout juste de le voir, mais à l'intersection avec un fort sentiment d'appartenance. Donc, autant je sens qu'on me respecte avec toute mon unicité, mes différences, mais je sens également un fort sentiment d'appartenance au groupe ou un fort sentiment d'appartenance à mon établissement, mon programme, par exemple, mon école. Donc, c'est vraiment d'être capable de faire l'équilibre entre ces deux dimensions de reconnaître l'unicité, mais quand même se sentir partie prenante d'un groupe. Si on revient maintenant sur les représentations de la diversité, parce que on a parlé de l'inclusion, c'est notre objectif final. Selon moi, le point de départ, c'est vraiment la reconnaissance de la diversité. Mais qu'est-ce que c'est la diversité? On peut le voir sur plusieurs angles, vous pouvez bien l'imaginer. Premièrement,
souvent, quand on parle de diversité ou on parle d'inclusion, on va tout de suite avoir en tête, on parle, je ne sais pas ici, mais souvent, quand je me promène un peu partout, on parle des élèves en situation de handicap. Bien sûr, mais la diversité, c'est beaucoup plus large que la simple étiquette d'élèves en situation de handicap. Je donne des exemples ici. Quand on parle de diversité, on peut parler des élèves qui vivent en milieu rural. On peut parler des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage avec ou sans diagnostic, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à un médecin ou qui a accès à des services de santé qui peut nécessairement avoir un diagnostic. Les élèves en situation de handicap, soit physique ou intellectuel, ceux-là, souvent, c'est à eux qu'on pense tout de suite quand on pense à l'éducation inclusive. Les élèves réfugiés, les élèves qui sont issus de l'immigration, ce sont aussi des élèves qui font partie de la diversité. Les élèves dont la langue d'enseignement n'est pas la langue première, donc aux différents niveaux d'éducation ici. Je pense que ça, c'est quelque chose à laquelle vous êtes vis-à-vis à tous les jours. Les élèves qui sont victimes de catastrophes naturelles, les élèves neurodivergents, donc toute la neurodiversité, la recherche avance à pas de géant sur ces questions-là. La neurodiversité, c'est de reconnaître que ce ne sont pas toutes les personnes qui réfléchissent de la même manière, qui ont les mêmes connexions, qui voient le monde de la même manière. Donc, souvent, ce sont des personnes à qui on va mettre une étiquette de autiste ou trouble d'apprentissage, etc. Mais de plus en plus, on parle de la neurodiversité et donc de reconnaître que quand j'explique une chose, ça se pourrait très bien qu'il y ait des gens qui ne la comprennent pas de la même manière. Les élèves de milieux socio-économiques plus faibles, des élèves qui sont malades, ceux qui sont issus d'une minorité ethnique, religieuse ou linguistique, et par exemple, les élèves qui s'identifient à la large communauté de LGBTQI+. Bon, ça, c'est la nouvelle appellation au Canada. Je sais qu'un peu partout dans le monde, elle peut être différente. Donc, ce que je cherche à faire ici, c'est d'élargir un petit peu notre vision de la diversité. Maintenant, je vais venir me contredire tout de suite. Alors, il y a plusieurs manières de voir la diversité. Ce qu'on vient de voir ensemble, c'était une représentation individuelle. Donc, dans la représentation individuelle, on va considérer que la diversité, elle est créée par des catégories de personnes. Donc, élèves réfugiés, élèves dont la langue première n'est pas la langue d'enseignement. Donc, on va mettre des catégories de personnes. Dans cette conception-là, on se dit, les personnes qui sont dans la même catégorie ont des besoins similaires, donc nos approches pourraient être les mêmes pour répondre à leurs besoins. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Mais il existe d'autres manières de voir la diversité, par exemple sous l'angle contextuel, c'est-à-dire de croire que la diversité, elle n'est pas créée par les catégories de personnes, mais plutôt par l'environnement. Donc, le fait qu'il y ait des marches ici pour me rendre sur la scène, les marches pourraient représenter un obstacle qui vont créer la diversité. Il y a des gens qui ne pourront pas monter. Mais si on était en bas, tout le monde, il n'y aurait pas de diversité parce que on serait égal. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, au niveau contextuel, on va essayer d'identifier les obstacles pour minimiser justement les différences, minimiser la diversité. Et la perception sociale de la diversité, qui ressemble un petit peu à la contextuelle, mais qui est beaucoup plus large, ce sont les causes sociales qui vont créer la diversité, la pauvreté, le racisme, par exemple, donc qui créent cette diversité-là, qui reproduisent ces inégalités. Donc, l'éducation inclusive, vous vous rappelez, c'est très vaste, c'est une vision très ouverte. Souvent, ce qu'on vise, c'est justement la représentation sociale de la diversité, s'attaquer à des causes plus systémiques pour une plus grande égalité des chances. Ça va bien. Finalement, au niveau de l'égalité des chances, qui est une des visées justement de l'éducation inclusive,
Je vous présente ici quelques paliers de l'éducation, pas d'éducation, mais de l'égalité des chances. On connaît tous l'égalité d'accès. Hein? Donc, dans l'égalité d'accès, on garantit à tous les élèves d'accéder aux services éducatifs. Et puis ça constitue l'égalité formelle des citoyens. C'est pas mal la première marche. Hein? On doit donner accès aux élèves à l'école pour pouvoir garantir l'égalité des chances. Mais ensuite de ça, il y a aussi l'égalité d'acquis. Donc, être capable de permettre à tous les élèves de faire des apprentissages qui sont égaux. Donc, de garantir des acquis essentiels. Est-ce qu'on est capable, dans toutes les zones, de garantir que les acquis vont être les mêmes? Cette égalité-là, souvent, elle doit être accompagnée, bien entendu, par l'égalité d'accès et par d'autres types d'égalité. L'égalité de résultats, dans une optique d'égalité des chances, de la manière que moi je la conçois, l'égalité des résultats, c'est de poser notre regard à la fin, au sortir des élèves. C'est-à-dire, est-ce que quand tous les élèves ont terminé, ils ont les mêmes chances d'utiliser leurs compétences, d'utiliser leurs connaissances? Donc, le résultat. Et finalement, l'égalité de traitement, cette dernière, elle ressemble, en fait, c'est la définition de l'équité. C'est un souci d'assurer des conditions qui vont être des conditions des apprentissages de qualité équitable pour tous. Et ça sous-tend aussi un traitement qui va être différencié. Dans l'égalité de traitement, on ne va pas traiter tout le monde de la même manière parce qu'on va concevoir que certains ont besoin de choses qui sont différentes d'autres. Donc, on va aller vraiment distribuer de manière inégale selon les besoins. Donc, cet ensemble d'égalité des chances-là, cet ensemble de paliers, bien, ça représente bien l'égalité des chances qui est visée par l'éducation inclusive. On va poursuivre avec le plan de travail annuel du programme Apprendre, présenté par ma collègue. Alors, merci bien, Lily. Alors, je pense que ça donne un bon éclairage sur les concepts. Parce qu'avant de passer à l'action, il faut comprendre, avoir une compréhension commune de ce dont on veut discuter, de ce dont on veut parler.